Nous allons nous faire une douce violence pour reprendre nos débats. Douce, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, on m'a demandé d'être particulièrement strict. Voilà. Donc, je mettrai une discipline orientale dans cet objet. On ne sait pas lequel des Orients, donc ça peut aller. On peut penser à la Corée du Nord, si vous voulez. Donc, la première intervention de l'après-midi est de M. François Guillemot. Vietnam de la guerre du peuple à la guerre civile révolutionnaire, pratique polémologique. Donc, M. est au CNRS, IAO Lyon, Institut d'Asie occidentale. Orientale. Pardon, c'est moi, c'est un lapsus professionnel. Voilà, donc je vous préviens tout de suite. Vous aurez 25 minutes pour parler, pour qu'il y ait 5 minutes de questions. Et les instructions sont fermes, elles viennent du commandement central. Voilà. C'est parfait. Comme nous étions fiers dans notre jeunesse, 10 ans auparavant, le jour de prendre la route, je n'imaginais pas ce spectacle. Nous ne voulions que chanter la gloire, peu importaient les mortiers, les mitrailleuses, les mines, les baïonnettes, les poignards. Tout était bon pour tuer, du moment que nous accueillions la gloire. On appuyait sur la gâchette, on mitraillait, on hachait sans se lasser dans l'ivresse de la haine, on réclamait, par la haine, l'égalité. Le petit extrait que je viens de lire, tiré de l'ouvrage Roman sans titre de l'écrivaine Dung Thu Hung, résume à lui seul mon propos. Comment qualifier la guerre du Vietnam? Quel choix polémologique s'offrait aux belligérants? Comment fut organisée la haine de l'autre? Dans la préface du livre d'André Glucksmann, Le discours de la guerre, Jeannette Colombel rappelait l'ordre du monde qui existait au début des années 70, alors que le conflit vietnamien était au centre de toutes les préoccupations. Cet ordre du monde était placé sous le signe de la dissuasion nucléaire et du rejet de la lutte à outrance. C'était une question centrale dans la joute idéologique que se livraient Moscou et Pékin. En effet, une génération après la Seconde Guerre mondiale, rechercher la paix valait mieux que provoquer un conflit nucléaire d'envergure. N'importe quel compromis plutôt que l'apocalypse, rappelait-elle. Cependant, la guerre du Vietnam, perturbation têtue et envahissante, risquait de rompre ce langage commun. Pacte de non-agression avec l'ennemi ou planification de la destruction de l'autre, telle était la question que pose en fait notre communication, une question grave qui traversa les débats du Politburo nord-vietnamien entre 1956 et 1964 pour mener son combat pour l'indépendance et la réunification du pays. Mais sous quelle forme devait-on entendre la réunification du pays? Une entente, une coexistence pacifique, une négociation, une guerre fratricide? Comme une évidence, celle de la guerre fut choisie. Et quelle guerre? Guerre de conquête, de réunification, d'anéantissement, de résistance à l'étranger? Comment fut conçue, conceptualisée et menée cette guerre? De la pensée au terrain, qu'observe-t-on? Qu'est-ce qui fut fait aux civils? Alors je vais juste picorer dans ce programme que vous avez en ligne, parce qu'évidemment, je n'aurai pas le temps de balayer la complexité de ce que je vais aborder. La première chose que je voudrais faire, c'est, dans un premier temps, rappeler l'importance de la rhétorique et de son impact sur les populations et sur la vie sociale. Donc, rappeler l'importance des sources vietnamiennes et revenir sur les difficultés qu'on éprouve encore aujourd'hui, en particulier dans l'univers académique qui fabrique l'histoire, pour désigner ce que fut la guerre du Vietnam. Tout le monde s'accorde à qualifier ce conflit d'emblématique, de décisif sur le plan planétaire, avec par exemple l'émergence d'une opinion publique mondiale, ou de spécifique sur le plan de l'image, tant sa couverture médiatique fut intense. Lorsque l'on s'interroge sur la nature du conflit, les réponses fusent dans tous les sens, épousent les idéologies, s'opposent, s'invectivent, se cherchent ou hésitent. La complexité du conflit et les formes qu'il revêtit empêchent toute réponse unique et totalisante. En effet, la guerre du Vietnam fut fluctuante, imbriquée, stratifiée, comme enfouie sous plusieurs strates géologiques, ce que les chercheurs découvrent au fil du terrain et des expériences vécues au cœur des combats dans les anatomies des batailles. On observe plusieurs types de guerres, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Guerre populaire, guerre d'agression, guerre d'escalade, guerre limitée, guerre localisée, guerre aérienne, guerre chimique, guerre secrète, guerre électronique, tout un vocabulaire extrêmement sérieux pour analyser donc, la guerre prolongée, protracted war, petite guerre, small war, sous-guerre, sub-war, pour analyser la guerre du Vietnam.
mais force est de constater que les milliers d'ouvrages qui ont été publiés sur le conflit, peu d'études se sont intéressées en réalité au discours vietnamien de la guerre de part et d'autre du XVIIe parallèle. Il n'existe pas encore à l'heure actuelle, sauf erreur de ma part, une étude polémologique importante analysant tous les aspects du conflit. Des documents sources produits par les Vietnamiens existent pourtant, mais ont été très peu exploités. C'est un peu la raison de vous présenter ces documents avec ce slide. On peut s'appuyer sur toute une littérature qui a été produite par la République du Vietnam, donc Sud-Vietnam entre 1955 et 1975, la presse, des essais, des rapports, des ouvrages de stratégie militaire. Pour le Nord, une diversité aussi très importante, bien que produite par un État totalitaire, portée par la presse officielle, des bulletins de propagande, que l'on conserve d'ailleurs religieusement dans nos fonds d'archives, mais qui expriment énormément de choses au niveau de la conduite de la guerre. Et ce sont ces dernières sources produites par la RDVN, République démocratique du Vietnam, que j'ai explorées pour mieux saisir les objectifs et la stratégie de reconquête du Sud par le Nord. Je passe sur toutes les autres presses qui existent, notamment du côté de la Chine. J'ai exploré aussi la Chine populaire, Pékin Information, en particulier pour la période 63-75. L'implication de la Chine était très très importante, puisqu'on a eu une implication directe entre 63 et 68 de 320 000 Chinois, selon les études de Chiang Zai, par exemple, ou d'autres chercheurs chinois. Donc on a une nouvelle historiographie internationale de ces 3 dernières décennies et de nouveaux travaux sur la guerre civile. Et à travers ces travaux, le visage de la guerre révolutionnaire apparaît plus clairement dans ses tenants et ses aboutissants, comme dans sa pratique sur les 3 fronts, politique, militaire, diplomatique, conceptualisés par Hanoï pour mener la guerre. Alors, comment on peut nommer cette guerre au Vietnam? Ah, c'est tout petit, tiens. Ah bon, c'est pas grave. Il y a eu une déformation. Donc, on a, au niveau du vocabulaire, je pense que c'est intéressant de s'intéresser au vocabulaire émis par les aires culturelles sur lesquelles on s'attarde. Et j'ai relevé ici une douzaine de vocables utilisés pour nommer la guerre, Chin Chan, qui sont des aspects assez particuliers de la guerre. Aucune de ces formules, évidemment, n'est neutre. Certaines mettent l'accent sur le conflit idéologique, d'autres sur la nature politique de la guerre, d'autres sur la stratégie, d'autres sur la déchirure interne. Et en termes de déchirure interne, on a aussi toute la presse, toute la littérature, tous les hoiki, tous les mémoires de guerre qui peuvent nourrir effectivement la réflexion et remettre en fait de l'humain dans un propos qui pourrait vous paraître trop conceptuel. Alors, comment nommer la guerre civile vietnamienne? Déjà, vous voyez, le terme que j'emploie, c'est un terme qui n'existe pas sur Wikipédia, alors que guerre civile cambodgienne, vous avez une entrée, guerre civile laotienne, vous avez une entrée. Il n'y a pas d'entrée guerre civile vietnamienne jusqu'à présent. C'est un terme problématique, celui de Nội Chiến, Nội, donc interne, et Chiến, la guerre. Dans sa pensée politique, la propagande officielle réfute encore aujourd'hui vigoureusement le terme. Les historiens qui sont soumis au cadre officiel et aux normes officielles hésitent à l'utiliser. Cependant, le terme n'est plus totalement tabou, car le facteur guerre civile, Yếu tố Nội Chiến, du conflit, a été abordé par un historien d'Ho Chi Minh Ville en 2015, lors du 40e anniversaire de la chute de Saigon, et puis d'autres personnalités de premier plan, d'anciens ministres, osent utiliser ce vocable qui reste quand même relativement tabou. Cependant, si l'on remonte dans le temps, c'est un artiste qui emploie ce terme explicitement. Le compositeur Chin Kong-sun, en 1965, écrivit une chanson qui s'appelle « L'héritage de la mer », Zatai Ko Me, qui est bien connue des Vietnamiens, dans laquelle on a ce petit passage « 20 năm nội chiến từng ngày », c'est-à-dire 20 ans de guerre civile quotidienne. Le compositeur fit résonner cette chanson par la voix de la chanteuse Kranh Ly dans tout le Sud avant 1975, et cela lui valut d'ailleurs une condamnation avant même la fin de la guerre. Et en utilisant la phrase « 20 ans de guerre civile quotidienne », il faisait remonter, et c'est important, l'origine du conflit entre Vietnamiens en 1945, date de l'indépendance du pays et des premières frictions politiques entre courant nationaliste, courant national-communiste, courant royaliste. Il évoque la guerre civile quotidienne qui ravage son pays
avant même le déversement massif des troupes américaines du Sud et des bombes à partir de mars 1965. Les mots sont percutants, le choix de 1945 n'est pas anodin, il avait compris que dès la révolution d'août, des Vietnamiens se déchiraient, s'affrontaient entre eux, et que le conflit des années 60, bien qu'interétatique, était également intra-étatique entre les concitoyens d'un même pays. Une blessure que ces chansons tentaient d'atténuer. Un autre intellectuel pro-démocrate qui réside en France, Nguyen Gia Kieng, figure parmi ceux qui expliquent le mieux la raison pour laquelle on doit parler de guerre civile pour le cas vietnamien. Il en va, selon lui, de la connaissance des Vietnamiens d'eux-mêmes. Je le cite, « Beaucoup de choses ont été écrites et dites à propos du 30 avril 1975, en particulier à l'occasion du 40e anniversaire. Pourtant, cet événement si important et si complexe qu'on ne pourrait jamais en dire assez. Un des points qui doit être disséqué est l'aspect guerre civile de la guerre, nous forçant à considérer autrement les conséquences de celle-ci, tout comme ce qu'elle révèle sur le pays et l'homme vietnamien. » Nguyen Gia Kieng a raison, l'étude de la guerre civile vietnamienne peut nous renseigner utilement sur l'humanité de ce pays, sur ses méthodes guerrières, sa gestion des conflits et les pratiques gouvernementales au cours d'un XXe siècle particulièrement meurtrier. Donc voyez comment on peut définir cet aspect de guerre civile, c'est un sujet extrêmement sensible encore aujourd'hui. Cependant, évidemment, pour bon nombre de chercheurs, et on peut remonter aux années 70, où déjà le terme était employé par des chercheurs français, Pierre-Yves Ferret par exemple. Cependant, donc, pour la question des chercheurs, la question n'est pas de savoir s'il y a eu guerre civile ou non au Vietnam, mais plutôt d'en comprendre l'amorce, la genèse, et de préciser quand elle débute et de quelle façon elle se déroule, afin d'en comprendre tous les ressorts. Pour identifier la genèse de la guerre civile au Vietnam, à mon sens, deux choix sont possibles. On peut se baser sur les arguments avancés par Stathis Kalyvas et la liaison intime qu'il met en avant entre la logique de la violence comme moteur de guerre civile. Et là, pour le coup, on peut la dater précisément en 1945 avec l'apparition des commandos d'élimination des traites instaurés par le Parti communiste indo-chinois. Ou le second choix, c'est le départ des guerres civiles pendant la guerre d'Indochine en 1950, qui se base plus sur des facteurs politico-juridiques qui ont été bien définis à l'époque par Paul Izoard dans un article sur les accords de Genève. Enfin, le terme guerre civile révolutionnaire, c'est celui qui décrit une combinaison, donc une guerre civile combinée à un processus révolutionnaire ou dirigée par un mouvement révolutionnaire dont le but est de renverser le pouvoir légal par la révolution violente et revendiquée comme telle. Alors on a énormément d'exemples de ce type qui existent en Amérique latine, d'ailleurs où le rôle des femmes a été particulièrement important. J'ai moi-même travaillé sur les commandos de femmes, les Viet Dong à Saigon pendant l'offensive du Tet, et les guérillas de type maoïste en Colombie, au Pérou, ce qui s'est passé au Cambodge ou au Népal, qui forment des illustrations pleinement reconnues de guerre civile révolutionnaire. Le terme peut également être considéré dans une perspective plus large, parce que c'est un phénomène, évidemment, qui était rattaché aux luttes de libération nationale, une expression qui masquait à l'époque de nombreux aspects du conflit et qui sont inscrites dans un processus plus large de guerre civile révolutionnaire internationale. Je ne vais pas refaire ici l'exposé de la généalogie de la violence révolutionnaire au Vietnam, mais la question qui se pose néanmoins était la suivante. Pourquoi des Vietnamiens firent sécession alors que le pays avait proclamé officiellement son indépendance depuis le 2 septembre 1945 à Hanoï? Et ça, c'est une question qui est aujourd'hui constamment rebattue par les intellectuels du pays quand ils peuvent s'exprimer. Si on adopte, donc je remets un peu juste pour vous refigurer un peu ce conflit très très long de cartes, et si l'on adopte la borne chronologique de 1945 comme celle de l'avènement de la violence, en réalité ça démarre dans les prisons coloniales dans les années 20 ou 30, on serait tenté de la refermer en 1975 avec la chute de Saigon, avec la fin de la guerre. Nous pensons néanmoins qu'elle ne se referme pas aussitôt, car la logique révolutionnaire poursuit sa technique de purge sociale avec la politique de rééducation au sud, l'instauration des corps de la Mantelante, le phénomène des boat people, les exécutions sommaires contre les résistants, les vrais et faux ennemis de l'intérieur. Bon, j'ai déjà beaucoup écrit sur ces questions-là, donc je vais passer très très vite. En tout cas, il est important de regarder le vocabulaire vietnamien.
L'intérêt des premiers communistes vietnamiens pour la chose militaire est avéré dès la création du Parti communiste indochinois en octobre 1930. En effet, lors de la fondation du parti, les tâches militaires sont clairement édictées. Sur ce plan, l'objectif du parti est de diriger la population dans la lutte armée violente. Les termes Võ Trang Bảo Động, violence armée, entrent dans le vocabulaire de l'organisation comme étant une des tâches essentielles, indissociables de la révolution. Et c'est cette matrice qui va façonner la conduite de la guerre révolutionnaire pendant des décennies. Alors je passe aussi sur les aspects beaucoup plus idéal typique, notamment la théorie de la guerre du peuple de von Wenjap, sur laquelle on pourra revenir en discussion si vous voulez, pour la résumer de façon assez succincte, parce que l'historien, il y a un historien qui était chez nous à l'Institut d'Asie orientale et qui est désormais à Montréal, mon collègue Christopher Gauchat, qui vient de sortir son ouvrage The Road to Dien Bien Phu, pour montrer à quel point la guerre d'Indochine, période 45-54, est extrêmement violente, contrairement à ce qu'on a pu dire par rapport à la guerre américaine, dans une perspective comparatiste. Et il décrit la guerre du peuple, qui a été élaborée, je vous le dis, je vous le rappelle, par un déséquilibre flagrant, une situation asymétrique, parce que le Viet Minh ne bénéficiait pas d'aviation. Et donc, Giap met en marche cette guerre du peuple, qui consiste, en la mobilisation de masse, mobilisation générale, recrutement des Zon Kong, ce qu'on appelle les travailleurs civiques qui sont au service de la logistique de guerre, l'émulation patriotique, notamment la fabrique des héros révolutionnaires, la rectification politique, qui est une sorte de guerre psychologique infligée à sa propre armée, et la réforme agraire radicale, qui est la redistribution des terres selon des critères politiques radicaux du marxisme-léninisme-maoïsme à l'époque, comme moteur essentiel du recrutement des paysans, et qui jouait d'ailleurs un rôle fondamental dans la victoire du Viet Minh en 1954 à Dien Bien Phu. En termes d'investissement, le coût humain est à l'échelle du défi. On n'a aucun chiffre sur cette première perte pour les Vietnamiens. En tout cas, il est démesuré. Et à l'issue de la violence de guerre de la première guerre d'Indochine, la RDVN doit reconsidérer sa stratégie. Alors, je passe très rapidement là-dessus sur cette conceptualisation de la guerre. Le Parti communiste indochinois avait mis en place la structure, la Ligue pour l'indépendance, le Viet Minh, qui va se transformer en Lien Viet en 1951. Donc, lorsque les écrits militaires français parlent de notre adversaire le Viet ou le Viet Minh, il n'existait plus. C'était le Lien Viet, c'était une autre formation qu'il devait combattre. C'était l'armée populaire vietnamienne en réalité. Et cette stratégie est répétée pour la conquête du Sud avec les termes que vous connaissez, Viet Cong, qui est une contraction de Viet Minh Cong San, donc Viet Minh communiste, ou alors de vietnamien communiste. En tout cas, après la séparation du pays en deux, en 1954, la RDVN doit panser ses plaies. L'armée populaire a payé un très lourd tribut jusqu'à la victoire de Dien Bien Phu, et dont la remise en cause aboutit à l'affaire Humanisme et Belle-Love, c'est-à-dire des intellectuels demandent l'application désormais d'un socialisme à visage humain. Alors, pendant 3 ans, de 57 à 60 globalement, l'État parti va tenter d'inventer son chemin entre le renforcement de la paix et la préparation au combat. En réalité, l'État parti va étudier, les dirigeants vont étudier toutes les stratégies militaires chinoises, russes, qui vont permettre d'établir une véritable stratégie de conquête à partir de 59. 59, c'est la date butoir pour la reconquête du Sud, avec l'avènement de la fameuse piste Ho Chi Minh. Je passe très rapidement, mais le chercheur Dang Phong a montré comment les Nord-Vietnamiens ont organisé en fait 5 pistes Ho Chi Minh maritimes, terrestres, mais aussi financières, etc., etc. En tout cas, la pensée vietnamienne va se préciser encore en 64, et le discours final va être véritablement précisé en 65. La guerre va être décrite comme populaire, longue, totale, Toan Zun, Toan Zien, Lao Zai. Et elle repose, j'insiste sur ce fait, sur à la fois les lois générales de la guerre populaire, édictées par le général Giap, et les lois particulières de la guerre civile révolutionnaire, édictées plutôt par la branche chinoise. En tout cas, à cette époque, la violence armée est la forme élevée de la violence révolutionnaire. Elle est absolument intégrée dans le discours polémologique du Nord-Vietnam.
Et Giap rallie d'ailleurs cette idée en 1965. Alors, évidemment, ce que fait la guerre de ce type aux civils, ce que la guerre révolutionnaire veut dire, on le sait énormément. Je passe très rapidement sur... En tout cas, on a une guerre de très forte intensité avec l'explosion des violences de chaque côté. Les deux camps, sud et nord, s'accusent, évidemment. On rentre dans un processus de guerre psychologique et de guerre froide avec des livres blancs qui sont édités des deux côtés. Les uns pour dénoncer les atrocités des bombardements américains, les autres pour dénoncer les exécutions massives de personnalités politiques du Sud. L'entreprise qui consiste à monter le Front National de Libération à partir de décembre 60 au Sud et d'instaurer des zones libérées par la guerre civile révolutionnaire fonctionne, mais évidemment avec son pendant, c'est-à-dire toujours une violence institutionnelle qui se revendique légitime, juste et qui fait partie intégrante du discours de la Révolution. De l'autre côté, le gouvernement de Saïgon propose la construction de sa démocratie militaire en refusant d'ailleurs, en ajournant, si vous voulez, son désir de reconquête du Nord à partir de 1965 et en se concentrant sur l'autodéfense du Sud. Alors, je vais encore deux petites minutes vous parler de ce que j'ai trouvé dans notre documentation sur la fameuse décision numéro 15 de 1959 qui met donc en place la stratégie de reconquête et ce qu'en disent les Chinois. Et c'est tout de même très très intéressant parce que les Chinois sont partie prenante, je vous l'ai dit, dans cette guerre. Comment se positionner face à la déchirure des deux géants du communisme et des grands pourvoyeurs de ressources essentielles pour se maintenir, le Vietnam, et cherche son agentivité entre Moscou et Pékin, qui sont dans une période de schisme intégral et de concurrence pour le maintien de son propre pouvoir sur la révolution mondiale. Et c'est très compliqué. Mais en réalité, Pékin montre que la guerre du Vietnam peut servir son ambition hégémonique. Avec la publication de ses œuvres en langue étrangère à partir des années 50, Mao Tse-tung a besoin de promouvoir sa théorie de la guerre civile révolutionnaire, qui est donc cette combinaison politico-militaire pour démontrer la pertinence et la portée internationale de son combat politique, à l'heure du pacifisme soviétique. Il faut voir qu'on pointait du bois tous les discours de coexistence et tous les discours qui visaient donc à maintenir viable deux États. Et les dirigeants chinois vont trouver dans le conflit vietnamien le réceptacle idéal des théories pour les faire résonner dans le monde entier auprès des peuples en lutte, et ce d'autant plus que les dirigeants nord-vietnamiens se prennent au jeu de vouloir incarner l'avant-poste de la révolution mondiale. J'ai moult d'exemples, mais les analyses militaires de Mao sont la source d'inspiration majeure de la guerre de réunification qu'entend mener la RDVN à partir du 15e plénum du Laodong en 1959. Alors, pour appuyer ces dires, il est très intéressant que les idéologues du PCC ne s'y sont pas trompés. Ils développent en fait un comparatisme tout à fait intéressant en faisant rapidement le lien entre leur propre expérience de conquête du pouvoir et ce qui se déroulait sous leurs yeux au sud du Vietnam, l'équivalent de la troisième guerre civile révolutionnaire 46-49 de Chine se déroulait à leurs yeux au Vietnam. Je passe sur les extraits qui sont nombreux et croustillants. Et en 1965, donc les Chinois sont persuadés que l'exemple de leur troisième guerre civile révolutionnaire sur le plan tactique mènerait le Front National de Libération à la victoire. Et on peut dire que 10 ans avant l'offensive de 1975, l'offensive de printemps qui va mener à la chute de Saïgon, ils avaient vu juste. Ainsi, à l'exact inverse de la RDVN, la nature du conflit entre Vietnamiens, notamment le caractère guerre civile, était proposée par la Chine et dans le déni des autorités vietnamiennes. Pourquoi les autorités vietnamiennes, j'ai encore 2 minutes, oui, 2 minutes. Pourquoi les autorités vietnamiennes ont-elles globalement réfuté ce terme de Ngo Chinh? Vous comprenez que ça pose un problème, parce qu'il va à l'encontre du discours sur l'unicité de la nation, qui présente les Vietnamiens du monde entier comme un tout, une totalité, issue d'un même placenta, donc Bao, les compatriotes, placés sous la même direction héroïque et éclairée du parti, et de fait,
Si vous voulez, l'image de la guerre civile projette une image négative sur la nation vietnamienne. Elle déconstruit en effet le discours qui tente à dire que les Vietnamiens se sont toujours unifiés contre l'agresseur étranger et ou ses valets. Et de surcroît, dans le contexte du schisme sino-soviétique, la reconnaissance de cette stratégie aurait démontré une forme d'allégeance de la RDVN à la Chine populaire et mis à mal son agentivité. Je vais terminer, je vais conclure, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais faire un petit slide sur comment on peut... Voilà, ça, ce sont des cartes d'identité d'experts chinois affectés au service du cadastre et des cartes de la RDVN pour la conduite de la guerre. La presse vietnamienne éditée, imprimée à Pékin, en soutien. Et je passe sur ces différents slides. Et les deux visions de la guerre différentes, c'est-à-dire le général von Nguyen-Giap va émettre un certain nombre de regrets sur les aspects humains, en fait, l'hécatombe qui s'est abattu sur le Vietnam. Et Les Oan, qui était au pouvoir entre 60 et 75, lui, au contraire, va montrer à quel point la guerre de réunification a été éclatante et a pu déboucher sur la victoire. Donc on a deux visions totalement différentes qui se sont mises en place. Alors je termine juste par ce petit propos. Quels enseignements à tirer de l'exemple chinois des guerres civiles révolutionnaires ? De façon claire et évidente, donc je vous l'ai dit, il inspire sur le plan stratégique et tactique les dirigeants de la RDVN, mais sur le plan purement politique, il était interdit de dire que la RDVN menait une guerre civile révolutionnaire au Sud. Le terme n'est jamais employé pour conquérir le pouvoir et réunifier le pays. Ce fut en quelque sorte une guerre sans nom, comme la pratique de nombreux États. Il était impossible pour le Front National de Libération d'avouer d'avoir ces fortes connexions avec le Lao Dong, qui lui-même niait les connexions qu'il pouvait avoir avec Pékin. Donc le paradoxe de cette histoire est que pendant la guerre d'Indochine, les dirigeants de la RDVN accusaient la France d'avoir fomenté la guerre civile au Vietnam, ce qui est en partie vérifié, par l'expression Zung Viet Dang Viet, c'est-à-dire frapper les Vietnamiens par d'autres Vietnamiens, qui faisait allusion à ce qu'on appelait le jaunissement des bataillons et à la vietnamisation de la guerre pendant la période de la guerre d'Indochine. Et c'est cette même tactique qu'ils vont mettre en œuvre pour la conquête du Sud et la mise sous cloche de la population du Nord. Je termine. En réalité, le déni de guerre civile empêche aujourd'hui toute réconciliation nationale officielle. Ce poids de la guerre civile révolutionnaire reste prégnant jusqu'à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs tout l'intérêt qu'il y a à étudier sa genèse. On comprend pourquoi le pouvoir actuel est attaché à sa tradition militaire d'une guerre civile contre l'envahisseur étranger. Lorsqu'on a usé à dessein de cet outil et des prolongements qu'il permet, lutte contre l'ennemi intérieur-extérieur pour la conquête du pouvoir, mais aussi de son maintien au pouvoir, il est difficile de s'en débarrasser. Ce fut le questionnement de l'après-Dien Bien Phu, comment humaniser la RDVN, puis celui de l'après-guerre à partir du début des années 80, lorsque, avec la politique de Do Hoi-Meul, la parole des intellectuels s'est libérée. Enfin, la problématique des années 2000, avec l'avènement d'Internet, qui était susceptible d'influencer le cours de l'histoire du communisme vietnamien, avec le retour des problématiques soulevées en 1945-1946 et dans les années 60. Donc on a de nouveau cette mise sous cloche, ce tabou qui perdure. C'est ainsi que, loin d'être une pratique placée au cœur de la guerre, le concept de guerre civile révolutionnaire est encore une donnée à considérer dans l'évolution du Vietnam de demain. Je vous remercie. Grand merci. Moi qui appartiens à la génération Ho Chi Minh Che Guevara, je suis évidemment sans pays de connaissance quelque part. Ça me rappelle des souvenirs en quelque sorte de tout ça. Alors, bon, si on fait la liaison entre les deux parts de l'Asie, il faut rappeler que l'armée française d'Indochine avait des contingents nord-africains, oui, en particulier marocains. Le général Oufkir a fait ses armes en Indochine. Donc il y a aussi ces liaisons. Et les futurs cadres du FLN ont fait aussi la guerre en Indochine avant de se lancer dans la guerre d'Algérie. Il faut dire aussi que quelque part, la guerre d'Algérie, c'est à la fois une guerre d'indépendance, mais c'est aussi une guerre civile, ou une série de guerres civiles. Tout à fait.
Et donc on aurait peut-être intérêt à reprendre la question des avec guerres cette comparaison avec le mouvement national algérien et le Viet Minh aussi, il y a des comparaisons et le FLN aussi. Il faudrait peut-être reprendre la question des guerres de décolonisation comme des guerres civiles. Et ce serait une ouverture pour une autre approche de ces sujets. Et puis, bon, je dirais, pour être méchant, enfin, rappel, il n'y a plus de guerre depuis le 3 septembre 1939. C'est-à-dire la dernière déclaration de guerre, c'est la France et l'Angleterre à l'Allemagne, le 3 septembre 1939. Ensuite, on se continue à se battre, mais on ne déclare plus la guerre, d'où l'impossibilité de nommer juridiquement les guerres qui se succèdent depuis 1945. La dernière, c'est les opérations spéciales en Ukraine. On n'a plus le vaillant héros qui arrive avec son flamme. Un auteur vietnamien avait écrit à l'époque « Guerre non déclarée au Sud ». Voilà. Donc, des questions. On a 3 minutes.